Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, mes amis, ici Tom LaRufa pour la hashtag TLRreviews de WWE SmackDown du 10 janvier 2025. Si je mets pas un shoot dans le trépied, ça sera encore mieux. Oh oui, les amis, une review dans le speed, une review mais toujours sur la route. Oh oui, la vie de catcheur. Oh oui. Grosse journée aujourd'hui, on tourne TPW Legacy saison 4 et Legacy c'est sur le TPW Premium. C'est cette émission où 10 participants, 10 jeunes catcheurs français viennent passer une série de tests, une série d'épreuves pour être sélectionnés pour continuer dans la compétition où un seul jeune catcheur sera déclaré gagnant. Au fil de l'émission et au fil surtout des décisions du jury, en général constitué de catcheurs avec une grosse carrière. Cette année, jury spécial WWE avec Artemis, ancienne arbitre d'NXT UK, Lucas Di Leo, anciennement Louis Fontaine à NXT/FCW, le catcheur français avec qui j'avais emménagé à Tampa, oh oui, en 2012, comme vous l'avez vu dans la TLR Stories numéro 5 si je dis pas de bêtises. Et en parlant de TLR Stories, la prochaine est en production, la prochaine est en montage. La TLR Stories numéro 6, dont je ne dirai pas le sujet, peut-être juste avant de la sortir, on verra, sera postée normalement la semaine prochaine. Oh oui. Et après cette TLR Stories numéro 6, on attaque les analyses de match en TLR Stories de mes plus grandes apparitions à Impact Wrestling TNA. Oh oui, mes amis, je viens de finir de manger, comme vous le voyez, accro à Starbucks avec un symbole de Lilith. Oh oui, la sirène à deux queues, mère des démons, je crois bien. Oh oui, accro à Starbucks. Oh oui. Non, c'est surtout qu'il me faut du café parce que levé ce matin pour regarder cet épisode de SmackDown de 3 heures et on en fait la review. Il est 14h35, on reprend à 15h15 le tournage de Legacy saison 4. Donc mes amis, c'est parti. WWE SmackDown du 10 janvier 2025 depuis Portland dans l'Oregon en direct. Oh oui, et on commence fort le show avec Paul Heyman. In-ring promo de Paul Heyman ou aussi appelé Paul Heyman. Comme on me l'a dit ce matin, j'avais pas compris. Il m'a fallu plusieurs fois que l'individu en question répète Paul Heyman, mais en fait c'est Paul Heyman qui m'appelait en disant que j'avais la même coupe que lui. Bon, il a un peu fumé parce que j'en ai un peu plus de cheveux quand même sur le dessus que Paul Heyman à l'époque. Mes amis, vive les emplois du temps allégés. Vive les emplois du temps allégés à la WWE parce que tout le public s'attend à ce que Roman Reigns arrive lors de cette promo de Paul Heyman. Eh bien non, Paul Heyman servira de porte-parole ce soir à Roman Reigns et il porte un message, il transmet un message à Cody Rhodes, le code de la route. Oh oui, on fait des jeux de mots, on traduit les noms en anglais, en français, tradition qu'on avait lancée avec Marcus Louis à l'époque à NXT. Et Paul le fait bien mousser, Cody Rhodes comme il se doit et franchement c'est mérité. C'est mérité parce que et récemment dans les commentaires on m'a comparé parce que vous savez dans la review de Raw du 6 janvier 2025 qui passe sur Netflix, oh oui, aimer Rhea Ripley, il faut aimer Rhea Ripley. On m'a comparé dans les commentaires Cody Rhodes et son push avec celui de Rhea Ripley. Non mes amis, je suis pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait Cody Rhodes, on l'a vu évoluer au fil des années, même des décennies à la WWE. On l'a connu, c'était un jeune enfant de à peu près un peu plus de 20 ans. Et maintenant, le mec, c'est un homme. C'est un homme mature. C'est un mec, déjà, il catch, comme je vous le dis, depuis des décennies, presque 20 ans. Il a participé à créer la compagnie concurrente. Je l'avais même croisé à Impact, d'ailleurs, Cody Rhodes. Il était venu faire quelques apparitions, un ou deux tapings. Il feudait à l'époque avec Matt Bennett et Maria, je sais plus son nom, Kanya Police, un truc comme ça. Et Cody était de son côté avec Brandy Rhodes. Et donc, en fait, le truc avec Cody Rhodes, c'est qu'il mérite non seulement le push qu'il a, il mérite la position dans laquelle il est. Et là, maintenant, quand je le vois à l'écran, quand je vois la maturité dans son regard et tout, dans ses expressions, on sent que le mec, il a un vécu. On sent que le mec, il a un vécu dans le business et qu'il a payé ses dûs, tout simplement. Rhea Ripley,
c'est, entre guillemets, une gamine de 26 ans qu'on pousse jusqu'à Saturne. On la pousse jusque dans l'espace, jusqu'à Saturne. Comprenez le symbolisme, mes amis. Et voilà, je suis désolé, mais on ne peut pas comparer Cody Rhodes et Rhea Ralenti, en tout cas d'un point de vue carrière. Et même d'un point de vue push, parce que comme je dis aussi dans les commentaires, je réponds à ceux qui me disent, oui, mais Rhea Ralenti, quand même, elle a une réaction de babyface. Oui, mais elle a une réaction de babyface parce qu'on la pousse, on l'enfonce dans la gorge des gens. Quand même aux commentaires, ils vous disent « Cette catcheuse est incroyable et jamais vous en trouverez une comme elle », on sent que c'est l'office derrière. On sent que c'est les scripteurs qui disent aux commentateurs dans l'oreillette « Mec, il faut que tu la pushes comme ça. » Enfin. Bref, donc Paul Heyman est dans le ring. Il annonce que Roman Reigns va rentrer dans le Royal Rumble. Et quand Cody va lui répondre, Kevin Owens arrive avec beaucoup de bons points. C'est ça en fait le truc qui me fait délirer, c'est là aussi dans les commentaires vous avez marqué beaucoup de bons points en disant qu'au fait au final dans cette storyline, Kevin Owens c'est un peu le babyface dans l'histoire. Parce que son discours, il a totalement raison. Kevin Owens lui veut protéger la WWE d'un mec, d'un mégalo dangereux comme Roman Reigns et de sa bloodline. Et là dans les faits, je l'ai déjà dit, Roman Reigns est un heel. Dans son comportement c'est un heel. Et au final, je me demande même, si on analyse vraiment bien, Kevin Owens, non seulement il a le discours d'un face, mais je me demande même s'il n'a pas le comportement d'un babyface. Et, comme il dit, au final, ça va être Cody Rhodes qui va être responsable dans un sens du retour de Roman Reigns au sommet de la WWE. Parce que de toute façon, Roman Reigns dit clairement qu'il veut récupérer son titre à travers Paul Heyman. Il veut récupérer son titre WWE des mains de Cody Rhodes. Et Cody Rhodes ne pourra s'en prendre qu'à lui-même s'il le perd un jour des mains aux mains de Roman Reigns. Et Kevin Owens a tout fait pour le prévenir. Oh oui, oui. Et qu'est-ce qu'a fait Cody Rhodes? Il l'a combattu et il l'a frappé. Et oui, oui, oui. Donc ça part en baston. Ils vont dans la foule. Et Tama Tonga et Jacob Fatu arrivent pour menacer Paul Heyman, Jimmy Uso et Cody revient pour le sauver. Un début de show classique, mes amis, mais avec beaucoup d'énergie. Oh oui, oh oui, qui laisse présager un futur match en équipe qui sera finalement le main event de SmackDown. Ensuite, mes amis, on suit avec un match pour le titre féminin américain entre Michin et Chelsea Green. Un match franchement pas vraiment technique parce que ça commence à 300 à l'heure. Chelsea tente de ralentir le rythme en bossant le collier arrière pendant le match. Oh oui, oui, c'est tout à son honneur. Jusqu'à ce que Michin revienne dans le match, mais sans succès avec Chelsea qui gagne le match en tenant les collants et donc en trichant. Mes amis, quel contraste avec Raw du 6 janvier 2025 sur Netflix. Oh oui, si vous n'étiez pas au courant, Raw est passé sur Netflix le 6 janvier 2025. Je pense que ça va être une des dates qui va me rester le plus en mémoire de l'histoire de la WWE. Le 6 janvier 2025, Raw passe sur Netflix et il fera 3 heures. Donc bref, je vous dis quel contraste avec ce Raw du 6 janvier où on se dégageait littéralement de tous les finishes sur ce show. Tous les finishes des plus grandes superstars du roster de Raw, et ben leur finish ne servait à rien sur Raw parce qu'on s'en dégageait à chaque fois. Là, on est à SmackDown, un finish ultra simple. Chelsea conserve son titre en faisant un roll-up et en tenant la tenue de Michin. Comme quoi, si on n'est pas sur Netflix et qu'on n'est pas le 6 janvier 2025, eh bien, dans ces cas-là, on revient dans un catch un peu plus basique et des finishes classiques marchent. Oh oui, avec un petit clin d'œil que je ne peux pas faire parce que les lunettes ont bloqué, la casquette a bloqué les lunettes. Oh oui, TLR. Ah oui. Si vous n'avez pas compris que il faut aimer Rhea Ralenti et que vous n'avez pas compris que TLR Tom Larufa dit oh oui et commente et participe au TPW Premium, oh oui, c'est qu'il y a un problème et que vous n'avez pas compris non plus que Raw est passé sur Netflix le 6 janvier 2025. Ah oui, bel esprit. Ensuite, on enchaîne avec un tag team match entre Los Garza. Je comprends pourquoi il n'y a pas un S. C'est pas Los Garza et Pretty Deadly. Franchement, des bons looks, de très bons personnages. Oh oui, dans ce match. Mais alors, Los Garza qui bossent comme des babyface, faut m'expliquer. Et il faut m'expliquer aussi pourquoi leurs tenues sont absolument pas synchronisées. L'un il est en slip noir et blanc, l'autre il est en collant bleu et noir. Peut-être. Ensuite, bon, après c'est quand même logique dans le sens que les Mexicains bossent en babyface. Pourquoi? Parce que sinon ça ferait heel contre heel et c'est horrible ce genre de match. Heel contre heel, c'est horrible. Victoire des Garza après un très bon petit match quand même en équipe. Bel esprit de voir des superstars qu'on ne voit pas souvent à l'écran. SmackDown qui est passé à 3 heures, ça aide beaucoup mes amis. Oh oui. Et on enchaîne avec un très bon match qui a suivi. Oh oui. Le championnat américain masculin entre LA Knight et Shinsuke Nakamura. Alors on a un magnifique contraste. Magnifique contraste entre deux personnages très différents, aux énergies, au style de catch, à l'apparence très opposés. Et on a franchement un LA Knight qui est over, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, as fuck. Over as fuck. Le mec, c'est un des plus gros babyface de la compagnie. S'il vous plaît, redonnez-lui un titre solo. Ça serait bien. Oui. Et des nouveaux t-shirts. Ah oui. Si vous voulez faire de la thune. Et Shinsuke, le problème, alors Shinsuke, excellent heel.
Enfin, excellent. Excellent sur papier. Maintenant, le problème, c'est que son entrée et son look sont tellement bons. Ils sont tellement cool que c'est franchement dur de le détester. Faut pas se voir la face. Et dans le ring aussi, il est tellement excellent. Ok, on a compris que c'est le heel, mais c'est dur de le détester. Dites-le moi dans les commentaires si vous ressentez pas ça. Et c'est ça qui est dangereux des fois. Et c'est pour ça aussi, vous savez, alors que bon, en plus, j'allais dire un grand expert du catch, et surtout de catcher tous les jours devant des foules différentes, comme ce soir à Marseille, la semaine prochaine à Larix, où apparemment j'ai un match cheveux contre Jean-Michel que je vais défoncer, littéralement défoncer. Je sais même pas si je vais accepter de faire ce match, parce qu'on m'a même pas demandé mon avis. On fait juste des sondages à la con comme ça sur Instagram, et ça y est, ça décide le futur de ma carrière. Fuck off les amis, fuck off Larix, j'ai pas encore dit oui pour ce match, donc allez vous faire sodomiser. Par contre, d'un autre côté, Jean-Michel, je vais l'éclater. Et donc, je catch devant des publics différents, et je peux vous dire une chose, c'est que quand on est un heel, et qu'on a du mal à s'éruer justement parce qu'on est trop cool, on a une entrée trop cool, on a un style trop cool, le problème vient peut-être justement de son style de catch. Moi, vous voyez les amis, en heel et en face, mon style de catch est complètement différent. Parce que quand on est vraiment un bon heel, entre guillemets, et qu'on veut tout faire pour être heel, on fait tout pour se faire détester, et ça passe notamment par le style de catch. Et donc, Shinsuke Nakamura, il a ce problème. Le problème, c'est qu'il n'est pas 100% heel parce qu'il est trop cool, son entrée est trop stylée, son style est trop stylé, son style de catch est trop bon. Mais bon, ça montre qu'à la base, c'est un catcheur d'exception et légendaire. Oui, futur Hall of Famer, c'est quasiment sûr, mes amis. Et donc, bon, là, on a eu un match quasiment de PLE calibre, de calibre de PLE, de Premium Live Event, un match de championnat, jusqu'à l'intervention de Fatu et Tonga. Jacob Fatu et Tama Tonga. Superbe mais classique booking qui protège LA Knight. Donc, parce que les heels interviennent sur LA Knight, donc ça cause une disqualification. LA Knight gagne le match, mais Nakamura conserve le titre. Franchement, bel esprit, parce que ça permet donc de protéger à la fois Nakamura et LA Knight. LA Knight ne perd pas, Nakamura ne perd pas son titre, mais ça permet d'engendrer sur une autre feud, d'enchaîner sur une autre feud pour LA Knight. Cody et Jimmy Uso viennent sauver Knight, et on a notre main event pour la soirée, un match en équipe entre Cody Rhodes et Jimmy Uso contre Tama Tonga et Jacob Fatu. Oui. On enchaîne avec un autre match en équipe, Motor City Machine Gun et contre A-Town Down Under, les vétérans contre les jeunes, mes amis. Franchement, respect à la shape physique de Chris Sabin et Alex Shelley. Les mecs, ils n'ont plus rien à prouver, c'est des légendes du business, et en attendant, ils offrent toujours des très très bons physiques à passer 40 ans. Bravo mes amis, je vous dédie cette gorgée de café que je dilue depuis ce matin dans l'eau, donc c'est même plus du café, c'est de l'eau au café. Oui. Et donc, ouais, grosse forme physique des Motor City Machine Gun. Et Grayson Waller, pour moi, c'est le standard du match. C'est le standard du match parce qu'il est très bon. Sa vente prolongée, par exemple, alors pour ceux qui ont regardé le show, à un moment, ils font un super kick vers les 3/4 du match. Et sa vente prolongée du super kick qui continue à vendre tout le reste du match, c'est excellent. Parce que ça prouve qu'il vit ses matchs. Ça prouve qu'il vit ses matchs et qu'il comprend le storytelling. Parce qu'il a vendu le super kick jusqu'à la fin du match. Genre, il était sonné, il était dizzy, et chaque fois, c'était Austin Theory, qui est encore une fois absent depuis que Vince McMahon est parti, et qui se fait complètement éclipser par son partenaire Grayson Waller. C'est pas que je n'aime pas Austin Theory, mais on voit vraiment que s'il n'a pas la machine derrière lui, il fait plus rien. Et c'est ce que je vous dis souvent. D'ailleurs, c'est pareil pour Rhea Ripley, c'est normal, la meuf, elle a une réaction de babyface, elle a la machine derrière elle. Après, attention, Rhea Ripley, excellente catcheuse, mais c'est bon, c'est comme vous dites, c'est comme Charlotte. Et à Charlotte, il y avait le même problème à NXT, c'est que c'est genre aimez-la, avec l'entrée de ouf, la musique de ouf, le push de ouf. Des fois, quand la machine est trop derrière vous, ça peut être contre-productif pour des gens qui savent ouvrir les yeux. Oh oui. Et donc, bref, Grayson Waller, il est excellent. Il est excellent parce qu'il a vendu son super kick jusqu'à la fin, et c'était Austin Theory qui devait lui dire vas-y, viens. Et genre, il était sonné. Oh oui, bel esprit. Très bon petit match. Victoire des Motor City Machine Gun, toujours au top, même après toutes ces années. Et n'empêche, alors, un petit truc que j'ai pensé après coup dans ce match. Alors, je sais que c'est. Peut-être plein d'autres l'ont déjà remarqué, d'autres ne font même pas gaffe, mais franchement. La technique que ça doit demander en production, c'est-à-dire de faire rejouer les meilleures actions du match en direct, quand tout est filmé en direct, et que les commentateurs ils sont prévenus dans les oreillettes, et mec, on va faire 10 secondes de ralenti, de replay. Waouh, ça doit être un truc de ouf, la production de la WWE. À l'époque, quand j'invitais à des Raw ou SmackDown, on avait le droit d'aller dans le camion de production, et je l'avais fait 1 ou 2 fois. C'est vrai que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Quand vous voyez les équipes de production de la WWE, comment ils font pour faire un show live, c'est des années-lumière de tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, par exemple, donc aujourd'hui, on filme TPW Legacy. Alors, on fait ça avec 3-4 caméras, c'est quand même une grosse production. Les 10 participants sont très motivés et très sérieux. Mais yo, c'est une excellente école, les indies en ce moment, en France, même dans le monde, pour des grosses promotions comme la WWE.
mais ça reste à des années-lumière. Croyez-moi. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans les TLR Stories. De vous montrer l'envers du décor, de vous montrer comment se construit une carrière dans une grosse fédération comme la WWE et plus tard, bientôt, dans Impact. Et franchement, mes amis, tant qu'on n'a pas mis un pied dedans, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et c'est pour ça que je partage tout ça à travers la chaîne Tom Larufa, mes amis. Et je vous remercie pour votre participation et votre soutien. Oui, oui. Et donc, très bon match par équipe, victoire des Babyface, et on enchaîne sur une promo dans le ring de It's Tiffy Time. Oh oui, oh oui, et pas It's Titties Time. Quand même pas arrêter d'avoir l'esprit mal placé, comme je peux l'avoir de temps en temps, et même très souvent, pour être honnête, parce que je suis toujours honnête. Bref, Tiffany Stratton est arrivée à SmackDown il y a seulement 11 mois, les amis. 11 mois que la meuf est arrivée à SmackDown, elle est déjà championne, et elle est déjà excellente aussi bien au micro que dans le ring. Oh oui, oh oui, oh oui. Et en parlant d'être au micro dans le ring, très très bien de revoir Byron Saxton en personne au milieu du ring. Ah ou bel esprit Byron, c'est la personne qui m'a rendu à 80% aussi bon que je suis au micro dans ma carrière actuellement, parce qu'on revoyait ensemble mes promos quand j'avais le genou en rééducation et que tout le monde ne pouvait pas me blairer à NXT. Et que petit à petit avec mes promos, j'ai réussi à les gagner over, les win over, les coachs. Les conquérir. Oui, oui. Tiffany Stratton, elle me fait rêver. Et elle me fait rêver dans cette promo parce qu'elle fait littéralement une promo de heel. Elle se la raconte, elle se la pète, elle dit acclamez-moi, vénérez-moi. Et la foule l'applaudit. Oh oui, oh oui. Ça veut dire que je pense qu'elle est tellement mignonne et tellement bonne dans le ring, et bonne tout court, que la foule ne peut pas ne pas l'aimer. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Que vous êtes un heel et vous êtes trop beau visuellement, ça va être dur d'être vraiment heel. Oh non, non. Nia Jax arrive et je sens qu'on va avoir un rematch au Rumble. Et ben non, j'ai eu tort. Nia Jax exige de récupérer son titre. Et là, alors là, bel esprit, on revoit arriver la leader du clan des serpillères. J'ai nommé Bayley, oui, oui, qui arrive à son tour. Puis arrive Naomi avec Bianca Belair. Et je comprends pourquoi Naomi, qui est championne par équipe, veut un titre solo. Meuf, tu devrais pas te concentrer sur ton titre par équipe. Bianca Belair est avec elle, elle est totalement invisible, elle place rien du tout dans ce segment. Ça dégénère en baston général. Tiffany s'escape hors du ring, elle les met toutes au sol. Et Nick Aldis, excellent dans son rôle de general manager. Regardez mes reviews NXT où je vous explique pourquoi Ava Maivia, malheureusement, n'est pas très bonne dans son rôle de manager général de NXT. Et bref, Nick Aldis, lui, est excellent par contre, hein, je le prends souvent en référence, excellent dans son rôle de General Manager. Il annonce immédiatement qu'on aura un Fatal 4-Way pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre de Tiffany Stratton. Heureusement qu'elles sont déjà toutes en tenue dans le ring. Et là, je vous fais un double clin d'œil. Bizarre, hein? Les meufs, elles sont toutes en tenue, et comme par hasard, elles ont un match juste après. Normalement, si t'es pas au courant que tu vas avoir un match, pourquoi tu te mets en tenue de catch? Très très bonne question que, éventuellement, Bayley, Nia Jax, Naomi et Bianca Belair devraient pouvoir nous répondre. Envoyez-leur un message sur Instagram et demandez-leur pourquoi t'étais déjà en tenue alors que t'étais pas au courant que t'allais avoir un match. Fatal 4-Way pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre de Stratton. Bon, le match commence direct sur cette double souplesse de Nia Jax où elle a failli, entre guillemets, planter ses deux adversaires, c'est Naomi et Bianca, je crois. Bianca ou Bayley, je sais plus. Bon, dans tous les cas, je vois déjà venir les abrutis qui vont critiquer Nia Jax en disant elle est dangereuse. Non, mes amis, j'ai regardé plusieurs fois la prise au ralenti en vitesse normale. La faute, c'est à celles qui ont pris la prise et qui n'ont pas sauté assez haut et assez fort. Parce que c'est bien beau de soulever deux personnes, mais si les personnes en face de vous ne sautent pas assez haut et ne prennent pas... En fait, en catch, je vous explique. En catch, normalement, quand tu sais catcher, tu dois être capable de prendre ta prise, ta chute tout seul. Et là, quand j'ai regardé au ralenti, j'ai vu notamment Naomi qui n'a pas assez sauté haut. Elle saute, elle lève les jambes. Ouais, mais si tu sautes pas pour prendre ta chute tout seul, tu ouvres la porte pour être spiké sur ta tête. Alors, mes amis, plus de peur que de mal. Le match a repris normalement après ça et on voit bien qu'elle atterrit quand même sur le haut du dos. Donc ça va, plus de peur que de mal. Mais sur ce spot, Nia Jax, c'est pas elle la fautive. Croyez-en, les 20 ans d'expérience que je partage avec vous sur la chaîne. Joli spot à 4 dans le match. Alors moi, il y a un double powerbomb, ça envoie un drop de la troisième corde. Oh oui, oh oui. Et là, ça me fait délirer. À un moment plus tard dans le match, on a un face-off entre Naomi et Bianca Belair. Yo, on oublie direct, littéralement, qu'à une époque, il y a encore quelques semaines, Jade Cargill faisait équipe avec Bianca Belair. En fait, je sens que quand Jade Cargill va revenir, tout le monde s'en foutra, littéralement, de deviner qui l'a attaqué. Et en fait, tout le monde s'en foutra de Jade Cargill. C'est quasiment sûr. C'est un ressenti que j'ai. Oh oui, oui. Victoire de Bayley, mes amis. Victoire de Bayley, je pense, c'est pour renforcer encore plus sa place dans le clan des serpillères. Parce que sincèrement, dites-moi sincèrement dans les commentaires qui voit vraiment Tiffany Stratton perdre sa ceinture contre Bayley la semaine prochaine. Les serpillères, Bayley, oh oui, oh oui, leaders du clan. Grande prêtresse peut-être, grande prêtresse. High priestess du clan des serpillères. Tiffany va garder son titre jusqu'à WrestleMania, j'en ai le pressentiment, mes amis. Et on arrive, mes amis, au main event entre Cody Rhodes et Jimmy Uso contre Tama Tonga et Jacob Fatu. Alors, mes amis, magnifique entrée des heels.
Tamatonga et Jacob Fatu, ils ont une entrée magnifique avec les lumières rouges, la musique, les flammes. Oh oui, oh oui. Alors c'est pas encore un rituel du niveau de l'entrée de Seth Rollins, mais franchement entrée très stylée, très 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 stylée. Même sans solo, je pense que les deux vont avoir une très très belle carrière. Oh oui, oh oui. Et je le redis, on a vu Cody Rhodes évoluer et devenir le visage de la compagnie avec toutes ces années. Bel esprit. Franchement, de jeune homme, il est devenu un mec mature et champion. Respect, respect, respect total. On a un excellent tag match. J'admire la créativité dans ce match avec laquelle il protège et gère le personnage de Jacob Fatu. Comme Jacob Fatu est une sorte de monstre à la Umaga qui peut pas trop vendre, pour vraiment s'en débarrasser, pour pouvoir continuer le match sans lui, il faut chaque fois soit des grosses prises, soit une grosse vente de sa part. Et franchement, chaque fois, ça s'est respecté superbement. Donc, bel esprit, le genre de petits détails que Tom Larufa remarque dans ce genre de match, et dans ce genre de séquence et que je partage avec vous. Oh oui, oui. Victoire des Heels après intervention de Kevin Owens qui vient attaquer Rhodes et on termine SmackDown avec Rhodes et Owens qui passent à travers des tables et qui s'affronteront au Royal Rumble dans un match à échelle. Mes amis, review dans le speed, une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Pourquoi? Parce qu'on va reprendre le tournage de Legacy et je voulais pas faire la review ni demain parce que demain on va encore moins avoir le temps. Parce que mes amis, là, le podcast, le Bumping Podcast, j'ai le t-shirt, il est là. Le Bumping Podcast avec Eddie Karaoui va être posté, je pense, incessamment sous peu, soit ce week-end, soit début de semaine prochaine sur la chaîne TPW. Et regardez, j'ai même un t-shirt, The Bumping Podcast. Pourquoi? Parce que demain, on va en faire un avec Lucas Dileo, Louis Fontaine, j'en parle dans la Taylor Stories numéro 5, mon tout premier colloque aux États-Unis à la FCW, et une autre avec Artemis. Alors, j'avais déjà fait une interview avec Artemis sur cette chaîne. Bumping Podcast, on va aborder des sujets qu'on n'a pas abordés dans cette interview que j'avais faite avec Artemis à l'époque. Oh oui, mes amis, donc demain, grosse journée, donc c'est pour ça que je voulais faire à tout prix la review. Maintenant, aujourd'hui, vous l'aurez dans l'après-midi, je pense, samedi après-midi, samedi 11 janvier dans l'après-midi. Il est 3h moins 5, allez, j'ai encore 5 minutes avant qu'on retourne filmer. En conclusion, mes amis, on a eu un très bon SmackDown. Même s'il y a eu plein de matchs par équipe, il y en a eu 3. Bien meilleur d'ailleurs que Raw sur Netflix le 6 janvier. Si vous n'êtes pas encore le 6 janvier 2025, Raw est passé sur Netflix, ça a duré 3 heures. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'il faut aimer à tout prix Rhea Ripley. Oh, bel esprit. Mes amis, c'est l'heure de la question de la semaine. Allez, je prends la première qui vient. Boum, c'est parti. Alors, c'est une question de Davigno. Je crois que c'est une question récente d'ailleurs. Alors, hop, on la met sur le bureau comme ça. Je l'efface après que c'est fait. Davigno, salut Tom. Pour commencer, meilleurs vœux à toi et tes proches. Merci à toi aussi, amigo. Hop. Voilà. Alors, la semaine passée, tu avais parlé de Corey Graves en disant que Johnny Gargano était un des gars qui se faisait ami des promoteurs pour avoir de la lumière, etc. Tu as donc dit par la suite que tu détestais ça de dingue. Oui, c'est vrai. Peux-tu développer à travers ça si tu en as connu, si tu en as vu à la WWE et pourquoi tu détestes autant cela? Serait-ce la chose d'ailleurs que tu détestes le plus dans le catch? Bon, pardonne-moi sur les tonnes de... Non, t'inquiète, donc ça marche. Alors frérot, est-ce que moi j'ai connu des superstars qui léchaient la tub, pour faire simple, des promoteurs pour être bookés? Oui et non. Parce que j'ai eu la chance quand même de bosser dans la plupart d'endroits qui restaient un peu professionnels. Et si la personne est vraiment dégueulasse dans le ring, un jour ou l'autre, elle se fait virer ou elle est plus bookée. Donc ça, c'est pas mes trucs. Maintenant, est-ce que j'en ai connu? Bien oui, bien évidemment. Et à la WWE, je peux pas dire que les gens léchaient la tub des coachs. Il y en avait qui le faisaient, mais en général, ça marchait pas trop. En général, les coachs et les producteurs NXT, de ce que j'ai connu, mais c'est à peu près pareil sur la route, ils vont favoriser les gens qui sont aimés par le patron. Donc soit par Triple H, soit par Vince McMahon. Si Vince McMahon t'aime bien, t'inquiète pas, tous les producteurs vont te caresser dans le sens du poil. Ça, c'est la base. C'est la base, oui, c'est la règle de base. Pareil pour Triple H. Si tu sais que Triple H aime bien tel ou tel catcheur, eh ben, tu peux être sûr que tous les producteurs vont pas trop être méchants avec lui. On lui dira, oh, c'est un super boulot. On en avait parlé d'ailleurs avec Mila à l'époque, même quand elle était allée à NXT UK, elle le sentait. Il y en avait, si elle faisait des trucs dans le ring qui étaient bof, les coachs n'allaient pas leur dire, les critiquer. Ils allaient dire, oh non, c'était bien. Ils disaient que les qualités, pas trop ce qu'elles faisaient mal. Et vice versa. Si vous n'étiez pas dans le top 5 des coachs, vous allez vous faire défoncer. Ça, je l'ai souvent vu. Maintenant, c'est pas vraiment sucer la top du patron. Est-ce que c'est ça qu'il y a de pire dans le catch? Non. Ce qu'il y a de pire pour moi dans le catch, c'est pas être professionnel, de pas être entraîné correctement, être dangereux, blesser des gens sur des trucs de base. Ça, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça, de se faire blesser par un truc basique. Un coup mal placé dans la colonne vertébrale qui te chope les cervicales, ou une prise comme un body slam qui te fait tomber sur la tête, ou alors un German suplex où t'es sonné. Ça, je déteste. Pour moi, le pire, c'est là où il y a des risques de blessure. Après, le jeu des politiques, hey, personne ne nous oblige à faire du catch. Si t'es pas prêt, alors encore pire aux States, parce que ça, aux States, un jour à la TNA, j'avais été, entre guillemets, victime de politicking. C'est-à-dire, pour faire très simple, peut-être pas dire de nom, mais on était supposé avec Marcus, Baron Dax, Basil Baraka, feuder avec les Hardy Boys. Et 2 heures avant le début du show, la feud nous a été retirée, nous a été donnée à un nouveau groupe qui venait de débuter à Impact. Pourquoi? Parce qu'un des membres du groupe s'était entretenu en privé avec le patron et le scripteur principal du show.
Et ils avaient dû leur faire passer le message, genre non, hey, donnez pas les hardies aux 2 Français, on s'en fout des 2 Français. Donnez-les-nous à nous. Et on s'est fait entuber comme ça. Mais est-ce qu'on s'en est plaint? Non, parce que c'est les règles du jeu. Tu vas pas pleurnicher, si tu pleurniches, t'es flingué. Si tu vas pleurnicher dans les dire, il m'a pris ma feud, pas essayer à politiquer. Non, c'était à toi de politiquer mieux que lui. C'est les règles du jeu, c'est les règles du business. Et sur les indies, c'est relativement présent, mais moins fort qu'aux States. Pourquoi? Parce qu'aux States, il y a tellement en jeu avec les temps télé, les temps d'antenne à la télé, le salaire qui va suivre. Parce que si vous êtes main eventer dans une compagnie, t'inquiète pas que tu peux demander un salaire plus élevé. Donc, c'est les règles du jeu. Et c'est pour ça qu'il faut être très solide en catch. Il faut être très solide en catch et il faut être prêt à, comme on dit, et ça va peut-être être ça, ça n'aura aucun rapport avec la vidéo, mais je vais terminer comme ça sera le titre de la vidéo. Une phrase que Triple H avait sortie à Enzo Amore, quand Enzo Amore commençait à avoir de la hit avec les coachs et avec certains scripteurs. Dans ce business, on va te servir des sandwichs aux excréments, des sandwichs à la MERDE tous les jours, et il va falloir que tu apprennes à aimer ça. Oh oui, oh oui. C'était la télé review de SmackDown du 10 janvier 2025, mes amis. Gardez le bel esprit. On se voit lundi. Lundi, mes amis, je pense que c'est ça. Vous aurez mon premier match d'entraînement avec Lance Storm à la SWA. Vous allez kiffer de ouf. Mais moi, j'ai adoré le recommander et je vais le regarder. Dès qu'il est posté lundi à 20h, je regarde la TLRAM de cette semaine. Mon premier match d'entraînement contre Lance Storm à la Storm Wrestling Academy en 2006. Octobre 2006, si je dis pas de bêtises. En attendant, mes amis, passez un excellent week-end. Gardez le bel esprit. Je retourne filmer TPW Legacy disponible sur le TPW Premium. Oh oui, oh oui, ah oh.